La qualité et la vélocité, c'est pas un trade-off. De toute façon, personne n'arrivera à aller vite en coupant des coins. Beaucoup de ceux qui vont écouter ce podcast auront écrit du code un jour dans leur vie. Sur une échelle de quelques semaines, si au début on a codé un peu vite, on n'a pas géré les cas particuliers, on n'a pas écrit de tests, etc., on le paye vraiment en semaines. Donc même sur l'échelle de une feature, ça fait pas gagner du temps de couper les coins. Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. On a tous entendu parler de Conto. Le compte pro pour les PME, fer de lance de la French Tech, success story s'il en est, depuis ses débuts en 2016, fondé par Alexandre Pro et Steve Hanavi. Cette banque s'impose avec brio dans le paysage de la FinTech, membre du Next 40, future licorne française, et on va essayer de décortiquer le phénomène, et ce notamment à travers l'analyse de l'approche tech de cette scale-up. On reçoit la meilleure personne pour nous en parler, Émeric Augustin, qui a rejoint la fusée Conto il y a quelques mois en tant que CTO de cette plus tout à fait jeune pousse et qui place le digital et la tech au centre de sa stratégie. Salut Émeric, merci de passer un moment sur Innovation Leaders. Bonjour Geoffroy. Écoute, ravi de t'avoir avec moi. Content parce que le phénomène Conto, je suis content de le partager, je suis content de le connaître de l'intérieur, mais aussi parce que je suis content de passer un moment avec toi. Il y a pas beaucoup de médias encore et pas beaucoup de podcasts que j'ai pu trouver sur toi. Et je trouve que tu as un personnage avec une carrière qui jusqu'ici t'a amené dans des challenges qui sont assez intéressants justement d'explorer. Et donc du coup voilà, en plus avec ce rôle de CTO de Conto qui pour moi ressemble à un des plus beaux challenges que la French Tech a à offrir pour un CTO. Je suis content de pouvoir un peu explorer tout ça. On y va ? Allons-y. Parle-moi de ton parcours avant Conto. Qu'est-ce qui t'a amené à la tech, déjà, toi ? Alors, je ne fais pas partie de tous ces gens qui sont des génies du code à 8 ans, qui ont écrit du C quand personne ne savait encore ce que c'était. Moi, j'y étais un peu exposé au collège, au lycée, à travers des copains qui étaient plus avancés. Je me souviens de manière émue d'avoir fait le site web du lycée quand j'étais en seconde ou en première. Franchement, heureusement que je n'ai plus dans mes archives. C'était en 99 ou 2000. Et petit à petit, parce que la science c'était rigolo, parce que les maths c'était rigolo, parce qu'on pouvait écrire du TI basique sur les calculatrices, etc. Je suis un peu tombé dedans par hasard, surtout en école, où je me suis mis à faire tout ce qu'on peut faire dans le club réseau d'une école d'ingénieur, fondamentalement. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à faire un stage dans la Silicon Valley, dans une boîte qui voulait changer le paradigme de l'informatique à l'époque où avoir un Windows avec des virus, c'était la fin du monde. Et donc, on voulait proposer un mini PC, une boîte qui faisait 10 cm par 5 cm par 15, qui n'avait pas de ventilateur, qui ne chauffait pas, qui ne plantait pas. On pouvait juste changer une carte flash et ça rebootait, avec évidemment une distribution Gentoo custom pour faire tourner ça de manière efficace. Je me suis retrouvé quelques mois plus tard à tester des centaines de boîtes comme ça dans un entrepôt à Taïwan. C'était assez rigolo. Et ça, c'est le début. Et ensuite, dans la tech, il y a beaucoup de jobs. J'ai découvert que je pouvais gagner ma vie avec ça, en faisant ce qui me plaisait. Et puis, bon, the rest is history, comme on dit. Ouais, et toi, justement, t'as oscillé entre des rôles d'entrepreneur, des rôles de consultant, qui a été ton premier job. Après, t'as été indépendant. Qu'est-ce qui a drivé les premières étapes de cette carrière ? Au début, j'étais vraiment à fond sur la création d'entreprises, principalement, à mon avis, pour l'excitation de faire quelque chose de nouveau et pas d'appliquer des recettes connues. Du coup, ça peut paraître très paradoxal d'avoir commencé dans le consulting. En fait, j'avais fait le tour de beaucoup de startups qui étaient en train de se créer à Paris, puis j'avais pas vraiment trouvé d'équipe que je me voyais rejoindre. J'avais probablement pas le courage de me lancer tout seul à l'époque. Et par contre, j'avais trouvé une boîte qui s'appelait Polyconseil, dont 2 spin-offs avaient démarré et très bien réussi. Et je me suis dit, très honnêtement, ces gens-là, ça va faire du business. C'est eux qui m'ont proposé le moins beau salaire des offres que j'ai eues à l'époque. J'ai bien fait de le prendre, je pense. Et il y a pas eu de projet de vraiment de création d'entreprise, de spin-off par la suite, mais il y a eu des projets de création d'activités.
Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à créer une pratique de développement logiciel dans cette boîte qui faisait plutôt du conseil en télécom et en médias historiquement. Et puis ça m'a entraîné derrière à vouloir avoir tout le scope CTO et pas juste le dev. C'est comme ça que je suis rentré chez Oscaro avec comme seule condition de renommer le job de DSI à CTO, sinon ça allait pas le faire. Et du coup, c'était une équipe très sympa où à petite échelle, j'avais tous les morceaux, la gestion de projet, le front, le back, l'infrastructure, le support. Avec en plus une activité diversifiée parce que qui dit e-commerce dit site web, dit logistique, dit centre d'appel, et on faisait ça pas mal en interne. Et j'avais toujours le démon de l'entrepreneuriat qui tournait. J'avais stabilisé quelques aspects de ma vie familiale, financière, et puis en sortant ça, je me suis dit on va quand même falloir le faire un jour. Et puis c'est là que je suis basculé à créer ma boîte, à faire du consulting en me disant déjà on va vivre. Ensuite, on verra. Et en parallèle, à chercher des cofondateurs pour faire ce qui était ma première fintech et une boîte qui s'appelait Otherwise et qui faisait de l'assurance collaborative. Ok. Et cette alternance de rôle d'entrepreneur, de rôle de salarié, c'est quoi? Ça témoigne d'une grande liberté, d'une méga curiosité de ton côté. Comment tu te définirais sur ce plan-là? Alors, il y a probablement un sujet de liberté et parfois je souffre un peu pour mes patrons. Mais bon, ils ont l'air de s'en remettre. Fondamentalement, je pense que les deux se nourrissent. C'est-à-dire que ça a beaucoup de valeur pour une entreprise établie d'intégrer des gens qui ont eu des expériences entrepreneuriales et qui ont donc des réactions très différentes à ce truc prend 3 semaines. Bah non, ça devrait prendre 3 jours en fait. Pourquoi ça prend 3 semaines? Pour plein de mauvaises raisons. Et ça apporte des choses. Et d'ailleurs, c'est clairement l'édition qu'on a eue lors de mon embauche chez Canal+, où il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait 3 fois plus de personnes que ce que j'avais managé quand j'y suis rentré. Et à l'inverse, dans des sociétés en croissance, ce qui a été le cas chez Conto, savoir que la personne qui prend le job de CTO a déjà géré des équipes 5 fois plus grosses, ça donne une forme de confiance dans le fait qu'il y aura pas de difficulté pour monter l'étage de management suivant et que ce sera plus une question de temps qu'une question de savoir le faire. Donc moi, je vois vraiment les deux qui se nourrissent, avec Conto qui finalement est la convergence de toutes mes expériences jusque-là. La partie management technique, voilà, ouais. La partie entrepreneur, et avec ce volet j'ai été développeur dans une boîte il y a pas si longtemps que ça, puisque j'étais le CTO et le seul tech. Et ce volet, j'ai managé des équipes relativement larges. Et en plus, le volet fintech, parce que tu avais déjà aussi mis un peu les pieds dans cette industrie-là. Oui, ça donne quelques repères. Après, je pense que les similarités entre la banque et l'assurance se concentrent peut-être à comment je m'interface avec des acteurs existants qui travaillent pas au même rythme. En dehors de ça, je pense qu'il y a, et puis bon, quelques points de référence comme qui est la CPR, mais je pense que le skill set entre assurance et banque n'est pas tellement plus transférable, à vrai dire, qu'entre je vends des pièces de voiture et je fais une banque B2B, puisque finalement on a des clients qui nous appellent pour les aider, qui s'inscrivent, qui génèrent du revenu d'abonnement, où on essaie de faire monter le revenu, de les garder, parfois on les perd, on essaie de l'éviter. Les sujets business, finalement, les flux de valeur se retrouvent beaucoup à travers les industries quand on les regarde par le prisme des moyens techniques qu'on met pour les gérer. Ok, bien. Et alors, avant de parler de ton rôle dans le management et dans l'encadrement et ton rôle de CTO, juste un mot sur ta partie technique, parce que toi, t'es capable t'as quand même pas mal de cordes à ton arc. T'as été hyper impliqué dans la communauté Django. Je sais pas si c'est toujours le cas. Et est-ce que t'es toujours aussi tech que tu l'as été? Alors effectivement, j'ai passé beaucoup d'heures de ma vie à essayer de résoudre mes frustrations dans Django. J'ai été beaucoup actif en 2010, 2011 et même jusqu'en 2014. À nouveau un petit peu pendant que je faisais Otherwise. Aujourd'hui, j'ai quasiment arrêté. Sinon, sur le SAV de quelques points de design, où tous les 2 ans, sur la mailing list, quelqu'un redemande pourquoi c'est designé comme ça. Je fais, écoute, il y avait des bonnes raisons. Tu peux essayer de réparer ce que moi, j'ai pas réussi à faire, mais voilà ce que j'ai compris de l'environnement et les trous dans lesquels il faut pas tomber.
et puis je serai forever le gars des fuseaux horaires dans Django. Et pour l'instant, on a encore le changement d'heure, donc c'est encore un vrai sujet, puisque c'était ma première pierre à l'édifice. Donc blague à part, Django, je contribue quasiment plus. Aujourd'hui, j'utilise pour me détendre un petit projet open source qui s'appelle WebSockets, qui est tout simplement une librairie pour faire des clients et des serveurs WebSockets en Python. Et je fais ça comme d'autres font des mots croisés, quoi. Faut se détendre après le boulot. Ok, c'est ça. Ouais. Bon, ok, donc tu restes un peu. Et au niveau tech, ça c'est une parenthèse, mais au boulot aujourd'hui, tu es dans le management, dans l'encadrement, mais pas dans la tech. D'accord. Alors j'ai mis du code en prod dans toutes mes boîtes jusqu'à présent. Okay. Par exemple, si tu es client de MyCanal et que tu as déjà reçu une notification push, elle est probablement passée par du code que j'ai écrit. Okay. Si tu es client et que tu es en Suisse, tu reçois peut-être des notifications qui ne te concernent pas parce que c'est compliqué la Suisse et la France dans MyCanal. Donc chez Conto, j'ai écrit du code qui est allé jusqu'à des merge requests et après j'ai laissé les gars le réécrire correctement parce qu'ils allaient le maintenir et que j'avais pas eu le temps de le faire bien et que j'allais pas faire le SAV. Je n'ai pas renoncé, j'aimerais bien un jour écrire du vrai code qui ira vraiment en prod. Je peux pas partir tant que je l'ai pas fait. Ok. Bon, on reviendra sur la partie technique après. Moi, il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, c'est Canal. Et ça, c'est une expérience que je trouve assez intéressante à explorer avec toi avant de parler de Conto. T'es arrivé chez eux dans un contexte de transformation complète, qui humainement n'était pas simple. Quels ont été les grands challenges pour toi sur les 3 années chez Canal? Alors, quand on parle de Canal, c'est une entreprise qui est souvent très mal appréhendée de l'extérieur. Canal, c'est une boîte tech. Canal, c'est les geeks qui ont compris qu'on pouvait chiffrer la télé en 84 et qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. Alors après, il y a une histoire incroyable. Il y a une entreprise qui a eu des très belles heures, puis c'était de facto en monopole. Et puis après, qui a eu des hauts et des bas dans les années 2000, qui s'est étendu dans le monde, qui s'est resserré, qui s'est réétendu. Et il en est resté des gens avec qui j'ai travaillé, qui étaient rentrés comme programmeurs COBOL sur le mainframe dans les années 90, voire années 80, et qui étaient PO sur le SI et pas encore à la retraite dans la fin des années 2010. Et ça crée des histoires humaines incroyables. Alors, ça laisse aussi quelques traces parce que c'est une entreprise qui a été très riche. Et du coup, qui dit monopole et richesse dit un peu d'inefficacité s'installe. Et là, on c'est en face à une concurrence accrue dans le paysage de l'audiovisuel avec évidemment l'arrivée d'autres solutions de s'offrir du divertissement de qualité sur son téléviseur, même si ça ne vaut pas les créations originales Canal. Et l'enjeu, c'était vraiment de prendre les forces d'entreprise dont le revenu mobilisateur est quand même plusieurs fois celui de Netflix, donc c'était pas vraiment comparable, et de la maintenir compétitive. Et donc ça passait pour moi énormément par attaquer ce que j'appelle la big company disease, c'est-à-dire toutes les choses que les humains se mettent à faire quand on en met beaucoup dans une entreprise et qu'on ne combat pas avec une énergie désespérée ces syndromes. Et donc c'est le moment où le process prend le dessus sur l'intelligence, le moment où on a toujours fait comme ça, donc on ne reconsidère pas. Et c'était assez surprenant, pour être franc, pour moi qui n'avais bossé que dans des PME, de voir à quel point des choses pouvaient s'installer. Beaucoup de gens pouvaient ostensiblement voir et même se parler du fait que c'était pas très efficace, et ça continuait comme ça. Et donc j'ai approché ça avec une subtilité désarmante, c'est-à-dire à dire ce que je pensais, ce qui est souvent un petit peu en écart avec la doxa officielle. Et en fait, ça a donné quelques résultats. Un exemple typique de ce qu'on a fait, c'est que historiquement, les roadmaps étaient faits par des directeurs qui s'enfermaient 3 heures dans une salle pour prioriser un tableau Excel avec 150 lignes, un exercice que énormément de boîtes font, et qui, à mon sens, ne produit pas de très bons résultats. Et au lieu de faire comme ça, on a pris 80 personnes de tous les métiers, tech, mais business aussi, et surtout, on les a mis dans une salle. On a d'ailleurs un de mes collègues en charge de la direction qualité et projet, qui était bien meilleur que moi pour ça, à organiser l'exercice. Et on a fait des roadmaps collaboratives. Et curieusement, celles-là, on les tenait. Et elles n'étaient pas moins ambitieuses que celles qui étaient descendues top-down. Et t'as trouvé à ce moment-là des équipes, ouvertes au changement et qui ont accepté de se remettre en cause et de remettre en cause leur process aussi simplement que ça. Les équipes sont hyper ouvertes au changement. Simplement, il faut que le changement il parte d'en bas. Ça marche pas. Le chef qui soit convaincu, dit on va changer.
Il Ouais. faut que, en fait, la difficulté pour moi du chef qui monte sur scène et qui dit qu'on va changer, c'est qu'il garde le pouvoir. Or, le problème, c'est la structure de pouvoir, c'est que c'est le chef qui décide. Et donc, en fait, il y a un moment de saut dans l'inconnu où il faut accepter de donner aux équipes le pouvoir de faire quelque chose comme une roadmap de features sur le prochain trimestre ou le prochain semestre, et à l'arrivée, prendre ce que les équipes auront fait. Ne pas revenir derrière en disant, alors c'est bien gentil ce que vous avez fait, mais je voudrais que vous repriorisez un peu comme ci, comme ça. Si on fait ça, ça marche plus. Parce que là, on a enlevé tout l'empowerment qu'on avait créé. Ouais. Donc c'est des choses qui sont pas très naturelles, mais qui, en fait, changent l'efficacité d'une boîte. Ok. Bon, et donc du coup, si tu devais donner un conseil, c'est en gros faire confiance dans ses équipes, décentraliser peut-être la prise de décision, en tout cas ouais, donner de l'ownership aux équipes et leur faire confiance. Enfin, il y a un peu de ça. Dans une structure où on ne fait rien de particulier, les gens se mettent à dépenser énormément d'énergie pour lutter contre le système. Et dans les PME, ça se voit pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est relativement petit le système, et du coup, les gens peuvent en emprunter l'intégralité. Le patron peut voir quasiment l'ensemble de ce qui se passe, et du coup, me dire non, mais on va arrêter de faire comme ça n'a aucun sens. Quand le système devient suffisamment complexe pour ne plus tenir dans une tête, chacun essaye localement de le faire marcher, et ça génère une efficacité. Donc en fait, cette histoire d'empowerment, ça consiste tout simplement à autoriser les gens qui peuvent régler les problèmes à les régler et à accepter peut-être que ça va créer un petit peu de variation locale, ça va créer un petit peu de bruit, bon voilà, mais il y aura des bénéfices qui seront supérieurs et ça on pourra les mesurer. Et ça nécessite évidemment un geste d'explication, d'alignement sur où est-ce qu'on veut aller, pourquoi est-ce qu'on veut y aller, comment est-ce qu'on veut y aller, ce qui est valable dans tous les Ouais. contextes, hein. Mais qui devient là vraiment indispensable dès lors que on laisse plus d'autonomie aux équipes sur leur méthode de travail ou même sur des sujets comme quelle feature on va faire pour les clients. Ok. Bon, bah, très bien. En tout cas, challenge intéressant, formateur, j'imagine pour toi. Tu vas sûrement, enfin, je sais, on n'est pas du tout dans le même contexte chez Conto, mais parlons un peu de Conto justement. Parle-moi du positionnement déjà de cette banque, de votre vision. Et j'aimerais bien que tu nous donnes un peu quelques chiffres aussi pour qu'on se rende compte de peut-être de l'envergure et de la dynamique dans laquelle vous êtes. Alors, la vision de Conto, c'est tout simplement d'offrir l'expérience bancaire aux PME qu'elles méritent. Ok. Les PME, c'est 99% des entreprises en Europe. C'est des gens qui se lèvent tôt le matin pour faire des métiers pas faciles, et je pense que tu vois bien de quoi je veux parler puisque Ouais. c'est ta vie. Si toutes ces personnes-là pourraient se mettre au chaud dans une grosse boîte et faire un job pépère. Aujourd'hui, les banques traditionnelles ne les aident pas tellement. Je le sais parce que j'ai été à mon compte, j'ai ouvert un compte dans une banque traditionnelle, j'ai payé très cher, je n'ai pas très bien compris pourquoi je payais ce prix-là. Le conseiller m'a donné une explication qui m'a laissé penser que Qui comprenait pas non effectivement le prix plus. n'était pas très mérité. Et puis quand je voulais sortir de l'argent, par exemple pour me payer, c'était compliqué. Alors que c'est quand même un besoin qui paraît relativement basique quand on crée une boîte de pouvoir se payer avec. Donc, Conto a été créé pour résoudre ces problèmes-là, et la vision est la même depuis 2016. C'est simplifier la vie des entrepreneurs, des patrons de PME, éventuellement de leurs directeurs financiers, pour les boîtes un peu plus grandes. Et donc, c'est non seulement le compte bancaire, mais c'est aussi la gestion financière, la comptabilité, l'interconnexion à l'écosystème d'outils dont ont besoin le CEO, le CFO pour faire leur job. Ok. Donc, je ne suis pas le seul ayant basculé chez Conto, ayant utilisé le produit avant de rejoindre l'entreprise. Je ne suis pas Ok. le seul à le penser, puisque 200 000 autres clients ont fait pareil en 4 ans, ce qui est une belle croissance sur 4 marchés actuellement, en France, Italie, Allemagne, Espagne. Aujourd'hui, on est à peu près 1000 personnes chez Conto, dont 500 salariés et puis un peu moins de 500 freelancers, centres d'appel, etc. Sur une croissance à peu près à x2 par an, donc une bonne croissance de scale-up. Et toutes ces personnes sont au service des mêmes lignes fortes et du même projet depuis le début. Les lignes fortes, c'est un produit world class, puisque c'est la base de l'expérience. C'est un service client qui répond vite et bien, premier coup. Ce qui est différenciant par rapport à l'expérience, il faut déjà que l'agence soit ouverte, ce qui est un premier point de difficulté. Et c'est une tarification qui dépasse toute concurrence.
Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute! Merci pour l'explication du positionnement de Conto. Il y a quelque chose que j'aimerais bien que tu nous aides à définir. J'entends parler de termes de banque traditionnelle. Visiblement, Conto est pas considéré comme une banque traditionnelle. C'est quoi la différence entre Conto et ce qu'on appelle une banque traditionnelle ? Alors, les banques traditionnelles, c'est les gens dont on a été habitué à voir les logos sur les agences dans la rue. Je pense que la première différence, c'est qu'on est une banque en ligne, donc qui est 24/7. Notre service client n'est pas encore 24/7, mais peut-être qu'il le sera un jour si ça répond à une vraie demande client. En tout cas, on est là le week-end et on répond. Et puis, je pense que ça déclenche une différence d'approche complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est né dans le monde de clients digitaux. On n'a pas d'agence, on ne les recevra jamais. Donc, il faut réussir à tout faire à distance et à le faire le plus vite possible. Et donc, ça déclenche une différence d'approche complète. Par ailleurs, on part d'une stack technique vierge. Et donc, évidemment, c'est un avantage compétitif par rapport à des gens qui héritent cette technique d'il y a quelques décennies, qui est un outil remarquable, qui a fait pendant des décennies, mais qui n'a pas été conçu pour les contraintes de ce monde moderne. Okay. Donc, aujourd'hui, on propose quasiment les mêmes services qu'une banque. Techniquement, on est un établissement de paiement, donc on peut pas proposer des crédits nous-mêmes, on les propose en partenariat. Néanmoins, à travers notre licence d'établissement de paiement et des partenariats, aujourd'hui, on répond à un marché dont on a capturé qu'une toute petite partie, malgré notre croissance des dernières années. Ok, bien. Et les grands changements, en termes de roadmap géographique, je sais pas s'il y a des ouvertures de pays à prévoir. Est-ce qu'il y a un changement de positionnement et d'ouverture de nouveaux services aussi ou de nouvelles fonctionnalités à prévoir ? Alors, on a récemment découpé notre proposition d'abonnement entre une série de plans solo destinés aux entreprises de une personne, comme le nom l'indique, et des plans d'équipe dans lesquels on est en train de rajouter des fonctionnalités qui facilitent la gestion financière quand il faut que d'autres personnes que le fondateur dépensent l'argent. Donc, des possibilités de créer des cartes à usage unique, de créer des mécanismes de demande et de validation, de créer des structures d'équipe avec des managers, donc toutes ces choses qui permettent de faciliter la dépense de l'argent de la boîte par les salariés, ce qui est la moitié du problème, et le contrôle des dépenses en question, sachant que c'est évidemment beaucoup plus fluide si une machine demande le reçu, la classification des transactions, versus le CFO ou le comptable qui doit faire le tour des popotes pour récupérer les reçus. Si tu en parles à n'importe quel comptable, il te dira de quoi il faut parler. Ouais, je vois bien. Ok, bien. Eh ben parfait. On parle de ton rôle chez Conto, et avant de parler de ton rôle, ça m'intéresse de savoir quelle a été ta réaction quand on t'a contacté pour Conto. C'était une évidence pour toi de rejoindre ce projet ? Alors ma première réaction n'a pas été une réaction, puisqu'en fait à ce moment-là, pour plein de raisons personnelles, j'étais pas du tout dans l'idée de changer de job. Bon, heureusement, ils ont un tout petit peu insisté, et puis j'ai fini par comprendre que c'était une proposition qui se refusait pas. D'une part parce que la trajectoire de la boîte est spectaculaire, et puis d'autre part parce que les fondateurs sont d'une extrême intégrité. Ils ont créé une culture dans la boîte qui est vraiment incroyable, et je pense que c'est pas étranger au succès de l'entreprise en fait. Et ça, quand je l'ai compris après quelques discussions, je me suis dit que c'était là que je voulais travailler. Ok. Et quand tu rejoins l'équipe, toi, la boîte est quand même déjà bien avancée. Il y a pas mal de CTO qui sont co-founders. Toi, c'était pas ton cas. T'arrives dans quel contexte ? On te fixe quel objectif au départ ? Et parce que globalement, toi, tu peux couvrir des challenges techniques, des challenges organisationnels, des challenges humains. T'as sûrement piloté les trois. Mais parle-nous un peu de ton arrivée et peut-être de ta mission à ce rôle-là. Alors, tu as tout à fait raison. Moi, je suis CTO employé de bureau. Je suis pas CTO fondateur. Ouais. Du coup, la mission du CTO employé de bureau, souvent, c'est une mission de croissance, de scale. Et là, c'était le vrai sujet chez Conto. Quand je suis arrivé, la tech, c'était environ 70 personnes.
Donc c'était le moment où une série d'équipes qui reportent au CTO, ça commence à craquer vraiment. Il fallait passer à l'étage supérieur et donc construire vraiment une stack de management avec des managers de managers. Et du coup créer ces rôles managériaux qui sont moins nécessaires et moins développés dans les phases précédentes. Et ça a été ça vraiment le gros sujet des premiers mois. Parce que dans un monde qui va très très vite, les managers sont une clé de la qualité, de la vélocité, de la stabilité, tout ça, ça va ensemble. En parlant de ça, il y avait un sujet qui était très présent dans les discussions au moment où je suis arrivé, qui était cette tension autour de comment est-ce que on arbitre entre aller vite ou faire bien, parce qu'il était vraiment un débat dans la boîte qui avait fini par générer pas mal de crispation entre product manager et développeurs. Et en fait, c'est un faux débat parce que la qualité et la vélocité, c'est pas un trade-off. De toute façon, personne n'arrivera à aller vite en coupant des coins. Beaucoup de ceux qui vont écouter ce podcast auront écrit du code un jour dans leur vie. Sur une échelle de quelques semaines, en fait, si au début on a codé un peu vite, on n'a pas géré les cas particuliers, on n'a pas écrit de tests, etc., on le paye vraiment en semaines. Donc même sur l'échelle de une feature, ça fait pas gagner du temps de couper les coins. Et ça c'est dur parce que la première chose, le premier réflexe des gens quand on leur dit va plus vite, c'est de dire faut que je fasse moins de choses, faut que je fasse des morceaux. Et en fait, il y a d'autres techniques qu'on a, notamment dans le ContoWeb, je pourrais en parler un peu plus tard, pour contourner ça. Donc le premier point, c'est que pendant 6 mois, j'ai répété que la qualité aussi n'était pas un trade-off, qu'il fallait faire de la qualité d'abord. Tant qu'on faisait pas de la qualité, on n'arriverait pas à aller vite. Et la métaphore mentale que j'avais, c'est si on veut faire de la Formule 1 et gagner un Grand Prix, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec Conto, faut déjà garder la voiture sur la route. Si on perd des boulons et qu'on n'est plus sur la route, c'est même plus la peine d'essayer d'appuyer sur l'accélérateur, ça ne marchera pas, quoi. Et on voit des choses, on voit littéralement des gens qui font des décisions absurdes sous pression de tension, pas que chez Conto, hein, partout. Voilà, donc après la technique, franchement, ça a toujours été fait propre. Donc il y avait pas de sujet de this is a burning ship, il y a des incidents tout le temps, etc. Donc ça c'est quand même très confortable d'arriver pour faire de la performance et pas pour faire le bon pied. Et il y avait pas vraiment de problème d'organisation parce qu'il y avait quand même un système de production qui était assez rodé. Ok, qu'est-ce que t'as entrepris pour t'intégrer, parce que toi t'arrives peut-être pas en plein milieu du Covid, mais pas loin, ou en tout cas entre différents confinements. T'as des conseils sur les 100 premiers jours, j'ai envie de dire, ou comment tu t'es fait pour intégrer à l'équipe et à comprendre un peu le mindset de la boîte que t'intégrais, qui allait déjà très vite? Alors, je suis arrivé le 1er juillet 2020, j'étais pile entre deux vagues, j'ai pu voir un peu les gens avant qu'on soit reconfinés, ça c'était un good timing. Et alors, j'ai trouvé un super truc pour m'intégrer. Le 6 juillet, on a eu le pire incident technique de l'histoire de Conto ever. C'était pas de ton fait, si, non? Non, c'était pas moi, j'avais pas mis les doigts dans la prise. Le post-mortem est public, donc c'est pas un secret, hein, on est très transparent sur ces choses-là. Grosso modo, l'effet, c'est que si tu avais payé par exemple 1 800 € d'AdWords, en fait, il y a 180 000 € qui sont partis sur ton compte. Et quand t'es freelance et que ton compte bancaire est à moins 170 000, tout d'un coup, ça fait bizarre. Pourquoi ça s'est produit? C'est une multiplication par 100. C'est arrivé à toutes les banques, des centimes viennent des euros ou vice versa. On n'était pas les premiers, mais c'est quand même un peu douloureux le jour où ça se produit. Et là où on a eu quand même un petit peu de chance, c'est que le blast radius, c'était purement en interne chez nous du display. Hein. C'était pas de la sortie d'argent parce que c'est très très embêtant quand même. Donc du coup, c'est là qu'en fait, moi j'ai vu que les valeurs de Conto dont on avait parlé en interview, ça se mettait à l'œuvre en pratique dans la vraie vie. C'est-à-dire que à aucun moment, avant, pendant, après, personne n'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait à la tech? C'est pas possible de faire des bugs comme ça !» Alors que franchement, ça aurait été fair game, quoi. Enfin, le bug était ridicule. C'était un refacto qui est mal tourné. Bref. Ensuite, on voit tout le monde qui se met en ligne de marche pour côté CS, gérer les clients, prendre les messages, etc. Côté growth, faire les communications. Côté tech, bon, évidemment, on essaie de cartographier le plan pour s'en sortir. Hein. La team produit se sont un petit peu démunis parce que c'est pas leur monde, mais du coup, en fait, ils ont fait de la synchro entre les différentes équipes.
Et puis là, il se passe des moments incroyables, c'est-à-dire qu'on commence à rédiger une com aux clients pour leur dire, vous inquiétez pas, ça va revenir, c'est juste le temps qu'on mette les bons chiffres, ça va bien se passer. Et à un moment donné, dans cette conversation, moi j'entends quelqu'un qui dit non, on peut pas le formuler comme ça n'est pas Integrity. Integrity, c'est une valeur de la boîte. Là, on voit la valeur de la boîte qui est utilisée en référence directe pour prendre une décision sur comment on traite nos clients. C'est d'une puissance incroyable. Et les valeurs, on les a pas sur les murs en fait. On les a pas sur les murs parce que tous les jours dans les conversations, les gens se réfèrent aux valeurs pour prendre des décisions cohérentes. Donc voilà, c'était la première semaine. Ouais, je vais du coup, ça fait du bien, comme on dit, dans ces cas-là. Et puis après, c'est quoi les 100 premiers jours? Dans les 100 premiers jours, faut toujours faire quelque chose qui va montrer que on va bouger. Et donc moi, il y a quelque chose qui m'avait un petit peu choqué, c'est que les développeurs, quand ils poussaient leur code pour le tester en environnement de staging, ça prenait 27 minutes de monter un environnement, ce qui est assez long quand même. On a le temps de prendre plusieurs cafés avant de vérifier que ça marche. Et donc, du coup, je vois ça, je me dis on va quand même faire quelque chose. Et alors j'ai lu tous les bouquins de Lean, Lean Management Theory, dont s'est dérivé le Contoway, qui est la manière dont on bosse. Mais à l'époque, je suis très nul en Kaizen, je suis toujours assez nul d'ailleurs. Et donc j'ose pas. Et donc au lieu de leur dire on va faire un facteur 10, vous allez me réduire ça de 27 minutes à 3 minutes, ce qui est la manière normale de faire. Normalement on dit quand on va prendre un gain, on va prendre x10. Du coup je suis mou et je leur dis juste on va faire x5. Donc vous allez dire vous me l'avez descendu en dessous de 6 minutes. Bon, bilan ils m'ont descendu à 3 minutes. Et on a toujours ça aujourd'hui, et en fait ça a économisé un nombre d'heures d'attente pour les ingés sur les mois depuis ce temps-là spectaculaire quoi. Donc ça c'était bon pour le moral de l'équipe et pour la cohésion entre les SRE et les devs par ailleurs. Et pour ta crédibilité aussi. Enfin, moi, j'ai rien fait. Moi, franchement, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je disais tout à l'heure, j'étais encore dans mon référentiel de management de Canal, et donc en fait, je leur ai donné la permission de le faire, fondamentalement. Ils avaient tous envie de le faire, ils pensaient juste qu'ils n'avaient pas le droit. Moi, j'ai donné la permission. Hein. Bon. Et d'autres exemples comme ça de process que tu as optimisés et qui pour toi ont été des petits succès jusqu'ici? Oui, alors on a fait plein de choses. On a corrigé pas tous les bugs. Ils vont reprendre si j'ai tous les bugs, mais grosso modo, on est descendu à quasi 0 bug. Et donc maintenant, en flux continu, on corrige tous les bugs qu'on détecte. On a fait de la gestion d'incidents pour réagir beaucoup plus vite. Et maintenant, on arrive à réagir en quelques minutes. Donc ça, c'est des choses assez bateaux. Peut-être un exemple plus intéressant. C'est qu'un des points de souffrance classiques des équipes d'ingénierie, c'est que les équipes produits leur poussent des trucs. Et puis après, ils disent, oui, mais vous m'avez demandé 5 choses à la fois, et du coup, j'avais commencé ça, mais après, vous m'avez dit que ça, c'était plus important, donc je l'ai fait, et bilan, tout est en retard. Bon. Donc ça se comprend assez bien, et tout le monde voit la solution qui est, on va faire un truc à la fois, les uns derrière les autres. Le problème, c'est que avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie et beaucoup de bonnes idées qui peuvent rapporter beaucoup d'argent, c'est compliqué de faire tenir ça. Et donc avec Marco, donc qui est le Chief Product Officer et qui était mon prédécesseur comme Chief Technical Officer, on a monté un petit système où dans notre management visuel, il y a pour chaque team cross-fonctionnel, ce qui est équivalent d'une squad dans d'autres entreprises, on a ce qu'on appelle un supermarché où il y a une case pour chaque flux de création de valeur, donc une équipe typique avec des PM, des devs back-end, des devs front-end, des devs mobiles, va pouvoir déclarer qu'ils sont capables de tirer une feature et une amélioration en parallèle à chaque instant. Et puis il y a d'autres cases pour les sujets techniques comme les bugs par exemple, ou ce qu'on appelle la scalabilité, ce qui est que d'autres appellent dette technique, moi je trouve appeler ça scalabilité, je trouve que ça correspond mieux à ce qu'on fait. Et donc on a mis ça en place, et du coup la règle du jeu c'est quand c'est vide, le product manager doit mettre la prochaine pièce à réaliser, prochaine feature, prochaine amélioration avant la date à laquelle les développeurs sont disponibles, et puis quand c'est plein, il ne bosse pas sur la suivante, ça sert à rien, de toute façon on va rien en faire. Donc, il faut qu'ils commencent à travailler sur la pièce suivante juste au bon moment pour la donner quand les devs sont disponibles. C'est basé sur l'hypothèse que les product managers travaillent plus vite que les devs, ce qui est vrai dans toutes les boîtes que j'ai connues. On a gagné 17 points sur Work-Life Balance dans l'engagement survey depuis qu'on a fait ça. Donc, il faut croire que ça crée un peu de stabilité. Ouais, effectivement. Bon, écoute, bien, merci pour l'exemple. Et il y a un des éléments qui t'avait marqué dans la culture managériale et aussi dans leur culture de travail, c'est leur recul.
sur la manière de bosser, qui passe par des modèles avec une démarche assez profonde de recherche de performance, d'efficacité. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette approche? C'est ça que tu appelles le Conto Way ou c'est encore autre chose? Alors fondamentalement, le Conto Way, c'est une manière de réfléchir à l'activité d'une entreprise qui permet de faire de l'amélioration. Ce qu'on veut, idéalement, c'est que chaque personne dans l'entreprise tire de l'amélioration. Si on a 500 salariés ou même 1000 personnes, mais bon, on l'attend peut-être plus des internes, 500 salariés, disons, qui tirent une amélioration par mois chacun. Une amélioration par mois, c'est bien, c'est pas non plus stratosphérique. Bah, du coup, on a fait 6000 améliorations dans l'année. Et puis du coup, là, on regarde les banques traditionnelles qui en ont fait quelques-unes sûrement, mais probablement pas 6000. Hein. Et donc, dans le Conto Way, il y a un ensemble d'outils pour réfléchir au rythme de production juste à temps pour être au même rythme, et ce que j'ai fait juste avant sur la coordination entre PM et Dev en est un exemple. Il y a des outils de réflexion sur la qualité, parce qu'une des causes hyper classiques de retard, c'est ça n'a pas bien marché du premier coup, du coup j'ai dû le retravailler. J'ai eu des retours de QA, j'ai dû le retravailler. Donc il y a un pilier qui est le just in time, un pilier qui est le right first time. Il y a des éléments sur comment on réfléchit à la valeur pour les clients et comment est-ce qu'on trouve les solutions au bon coup pour créer cette valeur. Et puis il y a tout un tas d'enablers et de stabilisation du système. Donc voilà, ça fait pas mal de morceaux, mais on peut se servir de ces morceaux pour vraiment générer de l'apprentissage et être plus efficace à faire notre boulot. Alors, ça se manifeste de plein de manières. Un de ces éléments, par exemple, c'est ce qu'on appelle les standards. Les standards, c'est notre meilleure compréhension de comment faire X. Comment faire X, ça peut être une procédure, hein, évidemment, mais ça peut être plus élaboré, ça peut être un modèle, ça peut être comment réfléchir à X. Et dans le monde du développement, c'est souvent ça. Ça peut être typiquement quelle est une bonne stratégie de test. Franchement, on va donner des guidelines, mais à la fin, c'est le développeur qui va réfléchir à faire des judgment calls sur qu'est-ce qu'il teste pas. Si je donne un exemple dans le monde du management, alors il y a tous les bouquins de management, grosso modo, c'est un modèle dans lequel il faut retenir 3, 4, 5 sujets élaborés sur 400 pages. Hein. Mais un modèle très simple qu'on a créé chez Conto, copyright Steven Avey, hein, on l'appelle le modèle d'engagement, c'est comment demander à quelque chose de faire quelqu'un. Donc le modèle, c'est gain, méthode, suggestion, chaîne d'aide. Et en fonction de la seniorité de la personne, on va moduler. Si on demande quelque chose à un junior, on va lui donner le gain. On va lui dire, je veux que tu fasses ça. Si on le demande à un senior, on va vérifier qu'il connaît le gain. C'est quoi ton objectif pour cette semaine ? Et puis ensuite, pour la méthode, c'est un peu pareil. Pour le junior, ça va être, tu vois comment le faire ? Franchement, pas trop. Je vais te montrer. On va prendre le tableau blanc, je vais te le dessiner. Pour le senior, bon, pareil, on va vérifier qui sait faire. Et puis, même quand les gens savent faire, on connaît l'angoisse de la feuille blanche. Parce qu'ils peuvent savoir faire, mais ils vont bloquer sur le premier pas. Donc du coup, ça peut être intéressant de le débloquer. C'est la suggestion. Pour le junior, ça va être du coup, si on paierait ensemble pendant 1 heure là, juste pour mettre la structure et que tu t'y retrouves quoi. Et le dernier point qui est très important, ce qu'on appelle la chaîne d'aide, c'est comment est-ce qu'on s'assure que effectivement la personne va réussir et comment est-ce qu'on l'accompagne. En fonction de la seniorité, ça va de écoute, je repasse à l'heure du déjeuner, tu me diras où t'en es, à écoute, pingue-moi ce soir pour me confirmer que tout va bien. Mais on sait que sur quelqu'un de relativement junior, si on lui dit pingue-moi si ça va pas, en fait il va jamais le faire. Et on va découvrir 3 jours après qu'il est noyé. Donc avoir le modèle, du coup on joue intuitivement assez vite. La connaissance consciente du modèle devient juste des habitudes de travail. Donc ça, c'en est un qui est relativement simple, qu'on a inventé, mais on en a plein d'autres qu'on a appris dans des bouquins, et puis il y en a plein d'autres qu'on construit au fil de l'eau, dans chaque équipe, y compris sur des sujets très très métiers. Ok, bien, merci. Et parlons de ton job maintenant. Il consiste en quoi ton job de CTO ? Alors moi, je donne des deadlines au PM, hein, fondamentalement, c'est ça mon taf. Je mets des deadlines dans les supermarchés. Non, mais je blague, mais c'est rigolo, parce que c'est comme ça qu'on fait chez nous, les devs donnent des deadlines au PM. Dans beaucoup de boîtes, c'est curieusement l'inverse, parce que moi, je ne comprends plus maintenant. Moi, mon job, c'est d'alimenter une boucle d'amélioration où on va chercher où est-ce qu'il y a du gaspillage. Un exemple de gaspillage assez typique et que beaucoup de gens ne vous voient pas, c'est quand il se passe rien. Il y a du code qui a été fait par une équipe pour permettre à une autre équipe de faire un truc, mais entre-temps, l'autre équipe est partie sur autre chose, etc. Le code est sur l'étagère, il attend. Bon, on n'a pas créé de valeur pour les clients. Hein. C'est ce qu'on appelle du wait time. Et tant qu'on ne sait pas que le wait time, c'est un gaspillage et qu'on n'a pas d'outillage pour le trouver, on le trouve pas.
Du coup, il y a des techniques assez simples pour le trouver. Il y a plein d'autres gaspillages. Pour ceux qui ont fait un peu de lean, c'est 7 types of waste. Voilà, ça se trouve. Et puis ensuite, il y a une étape qui est difficile à faire sur soi-même et sur les autres, qui s'appelle le face. Le face, c'est le moment où on admet, et ça pique, qu'en fait, on a déconné, qu'on sait pas faire, qu'on s'y prend avec les pieds. Et tant qu'on n'est pas passé par ce stade-là, bah en fait, c'est très compliqué de faire de l'amélioration. C'est-à-dire que les gens qui ont fait sincèrement leur travail du mieux possible avec les tacts de leurs connaissances dont ils sont très fiers et qui nous ont vendu très cher en entretien d'embauche, c'est dur pour eux d'admettre que en fait non, ça marche juste pas quoi, et qu'il y a beaucoup mieux à faire et qu'il y a un gros gaspillage et qu'il est là quoi. Et donc il y a des vrais gestes de coaching pour amener les gens à intérioriser ça. Et souvent, c'est des gestes qui consistent à aller dans le concret, à aller voir du code, à aller voir des projets, à regarder des plannings, si c'est des questions de date, à regarder du code si c'est des questions de qualité, à regarder des bugs remontés par des clients. Du coup, là, donc on sait pas faire quoi. Et un développeur va intuitivement répondre si on sait faire, c'est juste qu'on a eu un bug. Bah ouais, mais du coup tu sais pas faire quoi. Et si je le dis comme ça, je vais jamais le convaincre qu'il sait pas faire. Donc faut que je m'y prenne différemment. Et donc il va jamais apprendre à plus faire de bugs. Donc ça c'est très très long. Mais avec le travail on peut aller plus vite. Et puis la suite du modèle, le modèle complet c'est Find, Face, Frame, Form. Frame c'est beaucoup des questions d'alignement. Et pour résumer très simplement, moi je raconte des histoires parce qu'elles deviennent vraies. Je raconte comment je veux que l'équipe travaille, avec un petit décalage avec la réalité actuelle, pour que tout le monde se rapproche de cette vision. Et puis Form, c'est plus dans la partie exécution, et ça, en général, ça se fait relativement bien en fait avec les équipes qu'on a chez nous. Donc, pour résumer, c'est beaucoup de coaching. Bon, c'est pas mal de hiring aussi, mais la partie qui m'éclate dans le job, c'est ce moment de coaching où on voit les gens grandir, et à l'échelle de quelques semaines, quelques mois, en fait, ils se transforment complètement. Et ils font des gains assez forts sur leur performance. Sur la performance individuelle, en gros, le benchmark, c'est de faire x2 sur ta première année chez Conto. Et ça a l'air énorme. Bah, x2 sur la métrique que tu veux, parce qu'en fonction des gens, ils vont regarder différentes choses. Ça peut être x2 sur combien de code on produit. Ça peut être divisé par 2 sur le nombre de bugs qu'on fait. Voilà, tout marche. Ok, tu choisis ta bataille, quoi. Ok. Voilà. Ouais, je la spécifie pas, mais en fait, la raison pour laquelle je dis x2, c'est pour pas que les gens achètent des gains de 10%, quoi. Alors certes, pour faire x2, va falloir faire 10% x fois de suite, mais ce qu'on veut vraiment, c'est décaler les ordres de grandeur. Encore la semaine dernière, j'ai discuté 1 heure avec un lead, avec un manager, et quelques jours après, sur quelque chose d'un peu casse-pied que devait faire l'équipe, ils l'ont fait en 15 fois moins longtemps que prévu. Donc, alors 15 fois moins longtemps en lead time, en temps calendaire, et 2 fois moins en touch time, parce qu'ils ont un peu parallélisé quand même. Mais du coup, ils ont déjà mis x2 sur le temps homme passé dessus, ce qui est pas négligeable comme gain. Tu donnes l'échelle, en tout cas. Voilà, donc c'est ces choses-là. Voilà, et puis après, les gens me demandent toujours la vision. Mais je pense que l'excellence d'une équipe, elle va plus se développer en allant montrer les gestes sur le terrain qu'en donnant la vision du grand chef à plume. Ok. Et si on devait, je sais pas si tu as réfléchi à ça, mais sûrement, tu me diras. Est-ce que t'as envie de laisser quoi comme empreinte dans cette organisation ou dans cette boîte par rapport à tes équipes? Je dois être très néo-bobo parce que je tiens pas beaucoup à laisser une empreinte dans l'histoire, pour être franc. Moi, ce que je voudrais que les gens gardent de leur passage chez Conto, c'est le sentiment qu'ils sont devenus une meilleure version d'eux-mêmes, quoi, qui sont upgradés, quoi, qui voient le monde différemment, qu'ils arrivent à faire des choses qu'ils savaient pas faire avant. Il y a une manière extrêmement cynique de le formuler qui consisterait à dire qu'ils sont plus employables ailleurs que chez Conto, parce que dans toutes les boîtes, on fait mais non, mais c'est pas possible. Je vois des wastes partout. C'est horrible. Alors peut-être qu'ils iront créer leurs entreprises, mais oui, je pense que ce serait ça, disons le résultat ultime dont je serais fier. Ok. Si on parle des équipes, toujours, on n'en a pas vraiment parlé de la structure des équipes. Tu peux nous dire comment les équipes sont organisées? Tu nous as sorti quelques éléments, mais dans les grandes lignes, l'orga des équipes? Alors, on ne fait pas comme tout le monde. Ouais, j'ai l'impression. C'est un thème de cette interview. Aujourd'hui, on est organisé par stack. Il y a les devs back-end, les devs front-end, les devs mobiles, les SRE, la data, la sécu. Et à notre taille, quand on discute avec d'autres CTO, quasiment toutes les boîtes, à un moment donné,
bascule sur une organisation, alors il y en a qui en squad, il y en a qui à la Spotify, il y a pas moyen de le voir, mais avec des engineering managers qui managent toutes les stacks, et une rhétorique se développe du type manager, c'est un job à part entière avec son skill set, et quelqu'un qui est historiquement un dev backend peut parfaitement manager un designer. Franchement, c'est le même taf. Je suis d'accord que manager, c'est un skill set à part entière, et c'est pour ça que tout le monde ne devient pas manager par ailleurs. Par contre, je pense que quand le manager maîtrise ce que fait l'équipe, il a plus d'impact. Ou elle a plus d'impact. Donc, on est assez content de notre orga par stack. Pourquoi est-ce que la plupart des boîtes font le move sur une orga par squad? C'est souvent pour des problèmes de synchronisation du delivery, c'est-à-dire que quand ça devient trop gros avec des équipes qui maintiennent des systèmes, tout le monde pousse des tâches dans le backlog de tout le monde attend tout le monde, et tout s'arrête. Donc ça, c'est pas un problème de management, c'est un problème de delivery. Et donc, ce qu'on a fait chez Conto, c'est de regarder la boîte et les équipes comme des gens qui créent de la valeur avec des flux qui sont interconnectés. Et on a essayé de mettre les flux en temps réel partout. Et dès lors, plus personne n'attend plus personne. Il n'y a plus de backlog nulle part. Et du coup, on n'a pas besoin de changer la structure. On peut rester dans notre structure favorite qui est par stack technique, qui est objectivement plus facile à gérer. Il n'y a pas besoin de faire des guildes pour harmoniser les pratiques dans tous les systèmes, etc. Ce sont des choses qui sont toujours compliquées à mettre en œuvre. Ok. Tu parles de stack. Elle ressemble à quoi, votre stack technique? Alors, notre stack, elle est extrêmement boring. Il y a du Ruby on Rails pour les API, du Go pour le core banking system, du Ember.js pour le front-end, Kotlin et Swift pour le mobile, et quelques petites choses très marginales autour. En fait, la compétition, elle se fait pas sur la stack, hein. Et ces stacks-là ont l'intérêt d'avoir des best practices relativement établies, avec son Go qui est plus récent, qui font que tous les développeurs qui les maîtrisent codent à peu près pareil, sont à peu près d'accord sur comment on fait. Et donc, on met notre énergie plutôt dans le teamwork que dans la stack. Ok. D'un point de vue tech, comment tu comptes appréhender la croissance de la boîte pour qu'elle se reproduise d'un point de vue architecture, ou en tout cas que l'architecture puisse absorber la croissance que vous apprêtez à avoir? Alors, sur l'architecture, aujourd'hui, on sait un peu où il peut y avoir des bottlenecks, mais ils sont relativement loin dans l'avenir. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, on a la loi de Conway qui nous sauve, hein, c'est-à-dire qu'on construit toujours notre org chart, donc on fait l'org chart avec les relations entre équipes qu'on veut, et puis l'architecture s'aligne un peu toute seule, poussée par les développeurs. Donc aujourd'hui, moi, pour être franc, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mis énormément d'énergie parce que je me suis beaucoup occupé des personnes. Avec une stack de domaine qui se renforce, je vais aller voir de plus près. On va clairement avoir un moment où on va passer sur des architectures plus distribuées avec des systèmes de passage d'events plutôt que des callbacks HTTP synchrones. On va avoir ces étapes de maturité, mais c'est des chemins qui sont relativement dégrossis. Faut avoir en tête que la banque, c'est pas une activité à très fort trafic. Aujourd'hui, on a peut-être 100 requêtes par seconde sur toute notre infra tout mouillé, ce qui est microscopique par rapport à des business comme de la tech. Après, une requête peut valoir plusieurs millions d'euros, donc faut pas en perdre. C'est plutôt ça le challenge. Mais donc voilà, on va regarder la stack vraiment en termes de reliability, et ce qu'on va chercher à développer dans l'avenir, c'est avoir de l'indépendance des services, avoir une résilience totale s'il y a des parties qui tombent, pour être sûr de pouvoir repartir propre et rien perdre et avoir besoin d'aucune action manuelle pour repartir. Actuellement, quand on doit repartir après un incident, il y a un peu d'action manuelle qu'on maîtrise, hein, mais qui est bon. On se dit ça va pas scaler forever. Donc ce qu'on va dire, c'est que c'est plutôt du confort qu'autre chose, l'amélioration de l'archi à ce stade, dans les 2 prochaines années. Ok. D'un point de vue qualité, je sais que tu es très sensible au sujet. Ça se traduit comment, la qualité dans votre orga, en quelques mots? Alors, dans l'orga, la qualité se traduit par le fait qu'on n'a pas d'équipe qualité, obviously. Donc tout le monde est censé, tout le monde c'est le job de tout le monde, mais personne précisément, c'est ça? Alors, ouais, du coup, le trade-off, c'est évidemment si la qualité est le job de tout le monde, c'est le job de personne. Il y a la même avec les équipes innovation. Faut-il une équipe innovation où tout le monde fait-il de l'innovation? C'est les grands classiques. En réalité, la doctrine sur la qualité, c'est que si la qualité est le job de quelqu'un, tu génères des boucles de rework inévitablement. Les devs ont fini le code, commence le truc d'après, les testeurs testent, et puis en fait ça revient. Du coup le dev doit s'arrêter, revenir en contexte, corriger le truc, après il reprend, etc. Et les plannings sont ingérables. Ça ne marche jamais.
Donc ça, c'est un premier effet purement en vision just in time. Et puis si tu prends la vision right first time, en fait, on crée un petit peu de tension de manière très intentionnelle en demandant aux product managers et aux développeurs qui travaillent sur des features ou des améliorations de les faire bonnes du premier coup. Et personne ne repassera derrière. Donc il faut vraiment qu'ils réfléchissent à comment on le fait bien. En fait, il y a sécurité, quoi. Donc, on fait des tests automatisés, eux font des tests manuels. Ils ont un gros incentive à automatiser parce que les faire manuellement, c'est un peu pénible, hein. Et du coup, ça déclenche une boucle d'amélioration beaucoup plus courte, puisque si jamais il y a un bug, c'est directement les gens qui auraient pu l'éviter au départ qui s'en occupent. Qui ont l'ownership. Ok, cool. Bien, un mot sur le recrutement. Tu peux nous décrire un peu à quoi ressemble le recrutement dans le département tech chez toi? Donc on a un process qui est extrêmement classique, hein, interview RH, interview par le manager, test de compétences, interview par le N+2, peer ou partner interviews, final interview avec moi. L'innovation est pas là-dedans. Les points clés auxquels on tient, c'est d'être extrêmement clair sur quels sont nos points de contrôle qu'on va chercher à chaque étape. Donc chaque intervieweur sait exactement ce qu'il doit valider, parce qu'on fait quand même plusieurs interviews, donc on va essayer de les exploiter au maximum. Et on a des passages de bâton assez transparents d'un intervieweur au suivant. Et moi, j'avais été extrêmement impressionné à l'époque de mon recrutement en disant mais c'est absolument dingo. Chaque intervieweur à qui je parle reprend là où le précédent s'était arrêté. C'est incroyable. Et puis du coup après quand on rentre on voit comment est faite la magie et ça fait partie de l'expérience candidat en fait. On respecte le temps du candidat, tout simplement on va chercher tous les points de vue dont on a besoin pour être sûr de lui faire la bonne offre si on peut. Ok, bien. Comment, il y a un mot sur la culture, comment tu maintiens, développes cette culture avec le contexte d'hypercroissance dans lequel vous êtes sur la partie des équipes d'ingénierie tech? Je pense que la culture, c'est quelque chose de descendant dans une boîte. Enfin, mon observation personnelle, c'est que toutes les entreprises que j'ai travaillées avaient une culture qui reflétait celle des patrons et de la chaîne de management en dessous. Et donc, moi, ma manière d'insuffler la culture, c'est d'aller sur le terrain et d'aller parler de code avec les ingés. Il y a plein de raisons de faire ça. La première, c'est que si on regarde des plannings, on va rien comprendre. Et j'ai des exemples extrêmement concrets où on est avec 3 managers dans une pièce et on se dit bon ça a l'air bien et puis on appelle l'ingénieur, ça m'est encore arrivé la semaine dernière et puis on dit super merci d'avoir bossé là-dessus, du coup ça s'est passé comment? Puis là elle fait ah bah vu que tu me demandes franchement très mal. Je fais ah intéressant, on va apprendre des choses du coup. et ça, alors du coup, effectivement, bon, moi j'apprends des choses sur comment marche mon usine de développement et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Mais surtout, j'en profite pour rebondir sur ce que dit la personne, encourager là où sa vision est bonne, pertinente, où elle a fait les bons choix, etc., et essayer de lui donner peut-être la vision un peu plus large ou le coup d'après. Tu vois, la prochaine fois, en fait, on voit là que tu as galéré à cet endroit-là, et du coup, si tu t'étais synchro avec la team compliance sur comment il fallait qu'ils te formatent les éléments dans le fichier Excel que tu as dû intégrer, etc., probablement, tu te serais économisé quelques larmes. Du coup, quels sont tes gestes pour te synchroniser avec une team qui est un petit peu moins tech, c'est pas de product manager, qui te doit un input. Il y a sûrement des gestes là-dessus. Donc on est vraiment sur le terrain dans le monde du geste, parce que la culture, c'est la culture de chacun est excellent dans son job. Ok. Bien, dans les différents recrutements à venir, quel type de profil Conto va être amené à rechercher? Bon, on va recruter across the board pendant un bout de temps. Aujourd'hui, je pense que la question clé, c'est beaucoup celle des managers de managers. Puisque on est relativement clair sur comment on fait réussir les ingénieurs et comment on trouve des ingénieurs qui vont réussir chez nous. On est clair sur comment on promeut ou on embauche des managers. On n'est pas encore complètement au point sur les managers, tout simplement parce qu'on s'y est mis plus récemment et puis c'est un peu plus dur quand même. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça mon focus. Ok, bien. Merci pour ces infos. Quelques petites questions avant de terminer cet entretien. À titre perso, qu'est-ce qui t'a donné le plus de fil à retordre jusqu'ici depuis ton arrivée chez Conto?
Franchement, je pense que c'est ce dont je viens de parler, c'est les recrutements de managers. En fait, si on regarde clairement, même si j'avais fait des jobs avec des équipes relativement larges avant, j'ai recruté extrêmement peu de managers, head of, directeurs, etc. Et puis par ailleurs, c'est des postes évidemment avec des personnes qui ont des hauts niveaux de qualification, hein, sans VP Engineering a fortiori, hein, et qui sont exigeants et dont le job va beaucoup se transformer au fil des années. Puisque quelqu'un qui prend un périmètre où aujourd'hui il y a 40 personnes, en fait, on doit se poser la question de c'est-elle en manager 300 ou acceptera-t-elle que le périmètre soit découpé et puis par ailleurs, quelle histoire raconte-t-on, sachant que c'est des postes qu'on n'a pas encore de manière, on n'a pas encore beaucoup d'exemples dans l'organisation, voire il y en a un seul, il s'appelle Pinge et il n'est pas encore staffé quoi. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ça un point dur, et puis j'imagine que d'autres CTO peuvent le partager. Bien. J'aimerais bien t'entendre sur un point, parce que t'es un mec assez débordé, t'as d'un point de vue perso aussi une famille, pas mal de sujets en parallèle. Est-ce que t'as des petits tips qui te permettent de rester focus et de gérer ton orga sans te faire déborder? Alors, un point fondamental, c'est la stabilité de la production. Et je parle pas de la production au sens, il y a des incidents, hein, je parle même au sens du build de feature. On s'est parlé de qualité et de vélocité. Tout ça est intrinsèquement lié à c'est stable. Et puis quand c'est stable, on est détendu. On a le visual management, on peut regarder ce qui se passe, on voit tous la même chose, il n'y a pas de surprise. Donc ça c'est un point fondamental pour moi, pour survivre dans mon job. Et puis après, il y a les petits tips concrets. Donc grosso modo, j'ai un calendrier qui est fixe de 2 semaines en 2 semaines et qui se répercute, qui est totalement bloqué, parce que de toute façon, si je laissais le moindre créneau, des gens me mettraient un meeting et je devrais expliquer que je ne veux pas aller à ce meeting et ça me ferait perdre du temps. Donc du coup, autant bloquer le calendrier. Je n'ai quasiment aucun meeting récurrent au-delà des rituels fondamentaux, one-one toutes les 2 semaines avec mes direct reports, et puis les weekly du comité exécutif, et puis avec ma team rapprochée. Après, l'essentiel de mon temps, en fait, est passé sur le terrain, comme je disais, ce qu'on appelle sur le gemba, mot japonais qui désigne l'endroit où le travail est fait, l'atelier historiquement, puisque c'est des gens qui faisaient des voitures qui ont inventé ça. Et c'est puissant parce qu'en fait, quand on va sur le terrain, on peut faire plusieurs choses à la fois. On peut comprendre où en est un projet et potentiellement guider pour qu'il aille mieux, et en même temps coacher un manager, et en même temps partager la vision. Donc on fait du 3 en 1, et du coup ça permet d'avoir des semaines de 15 jours, ce qui aide beaucoup. Bien. Est-ce qu'il y a une boîte qui t'impressionne en termes de vision ou d'exécution dans l'univers en ce moment, tech? Je pense qu'il y a une boîte qui a réussi quelque chose que je pensais pas possible. C'est GitHub qui a fait un comeback assez improbable, où ils étaient partis avec une orga full distributed, et puis à un moment donné, ils étaient vraiment en difficulté pour shipper, et puis après ils se sont fait racheter par Microsoft, et cette boîte est complètement repartie, a réussi à se remettre à sortir des nouvelles features, d'améliorer la developer experience. Ils ont regagné le marché de la CI/CD avec GitHub Actions, là où il y a plein de players qui avaient commencé à le préempter, et je pensais que les trajectoires de boîte étaient un petit peu linéaires, c'est-à-dire que ça monte et puis ça fait un plateau, et du coup je trouvais ça rigolo de voir une boîte qui repart. Ok, bien. Est-ce qu'il y a une personne dans l'écosystème tech aussi qui pourrait être, que tu aurais pu prendre en tant que mentor? Moi, la personne qui a probablement le plus inspiré historiquement, c'est Jacob Kaplan-Moss, qui est l'un des 2 fondateurs de Django, et qui est la personne qui a construit la communauté, l'autre étant Adriano Lovati, et qui était une personne qui était plus focus sur le code. Et en fait, le jour où j'ai compris que Jacob, un jour, s'est dit, je vais créer une communauté, et avait acheté des bouquins pour comprendre comment créer une communauté, c'est quelque chose qui a pas mal changé ma vie, quoi. C'est le moment, je pense, où j'ai compris que la réussite d'un ensemble de personnes autour d'un sujet technique, en l'occurrence le framework Django, c'était pas le code qui allait le faire. Et d'ailleurs, il y a des aspects techniques dans Django qui sont relativement scandaleux, et certains dont je suis responsable, by the way. Hein. Ce qui a fait que Django est devenu le framework Python de référence, en fait, c'est juste que Jacob a commencé à faire des conférences, et puis fast forward quelques années, 2 femmes polonaises, Ola Sendeka et Ola Sitarska, créent un truc qui s'appelle Django Girls, et 2 ans plus tard, elles ont formé des dizaines de milliers de femmes à la programmation, en partant de rien, dans je sais plus, mais 120 ou 150 pays du monde, et c'est un truc complètement incroyable, quoi. Et ça, c'était une vraie révolution. Une révélation. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré très utile dans ta carrière?
Je pense qu'il faut revenir à mes premières années de consultant pour répondre à cette question. Il y a deux manières de le formuler. La première manière, c'est on respecte toujours le client. Parce que quand on est dans le conseil, en fait, on est appelé parce que le client s'en sort pas, fondamentalement. Et donc, on est des petits jeunes vendus très cher pour aller voir des problèmes business. Notre valeur, c'est d'être externe. Et du coup, c'est facile de dire, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais, quoi. Parce on va voir les problèmes, quoi. Et puis, on n'est pas très conscient du jeu de contraintes qu'il y a autour. Donc, du coup, on avait cette discussion de attention, respecte le client. Et puis il y avait une manière un peu plus négative de le dire qui était tu n'as pas fait preuve d'intelligence de situation. Je comprends. La techno qui sera un incontournable pour toi dans les 10 ans à venir? Tout le monde va croire que je prêche pour ma paroisse, mais on voit Python qui est en train de grimper dans les rankings de popularité, qui est devenu un premier langage pour apprendre la programmation à plein d'endroits. Qui est embedded dans d'autres produits, qui est devenu le langage de référence de la data science, et donc here to stay. Et puis on va vraiment croire que je suis très chauvin, mais pour faire une API, pour faire du web, pour faire des choses comme ça, je pense que le faire en Python avec Django, ça continue à être une technique parfaitement défendable et avec pas mal de bénéfices. Il n'y a pas besoin d'aller faire du GraphQL sur Node.js avec la dernière lib hype, en fait. Il y a des choses qui continuent à être très bien. Pas besoin d'être héritage et pas du legacy. Bien. Un bouquin que tu recommanderais et que tu as lu, qui t'a marqué? Alors, comme on est sur Innovation Leader, je pense que je suis obligé de parler d'un bouquin que j'ai relu à différents âges, un bouquin écrit par un type qui a passé du temps dans des avions à contempler les étoiles, Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit Le Petit Prince. Et il y a tellement de morceaux de 5 lignes absolument magiques dans ce bouquin. Et je dis pas ça juste pour le businessman qui raconte ses étoiles, qui est quelque chose d'un petit peu obvious mais qu'on peut garder en tête quand on fait des scale-up. Il y a énormément de poésie et je pense que c'est rafraîchissant. Bien, c'est noté. En dehors de Conto, il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir? Alors, il y a une app qui est absolument vitale. Je crois qu'elle s'appelle Forest. Ça doit coûter 3 €. Et on peut planter un arbre avec. Et si on touche son téléphone dans les minutes qui suivent, alors on donne la durée de croissance de l'arbre, par exemple 25 minutes par défaut, et si on touche son téléphone dans les minutes qui suivent, l'arbre meurt. Donc pas de le déloquer, pas de l'ernotif et tout, indispensable. Faut pas dire ça à ma femme. Merci en tout cas, parce que c'est des sujets permanents. Merci Aymeric pour cet échange et tous ces insights passionnants, hyper instructifs. Je te laisse et je te souhaite une bonne route au sein de cette belle équipe. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Salut. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.